Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire et le président de la République ont parlé du renforcement de la coopération entre les deux pays. Une relation ivoiro-sénégalaise appelée à se renforcer comme l'ont souhaité la semaine dernière les présidents Alassane Ouattara et Bassirou Diomaye Faye. Le diplomate El Hadji Daouda Niang est en fin de mission, a fait ses adieux au chef de l'État. Le Premier ministre est à Kigali au Rwanda pour Africa CEO Forum. Ce rendez-vous du secteur privé crée les opportunités d'investissement pour l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Robert Begré-Mambé va participer ce jeudi à la cérémonie d'ouverture. Les patrons du secteur privé africain, dont plusieurs Ivoiriens, vont prendre part à la cérémonie. La Côte d'Ivoire veut se donner un dispositif juridique lui permettant de satisfaire ses besoins de financement et ses obligations de paiement à moindre coût. Le ministre des Finances et du Budget était au Sénat. Adama Coulibaly a présenté le projet de loi sur la politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique. 87 faux diplômes épinglés par l'administration douanière. Ces agents doivent passer devant le conseil de discipline. La question était au centre des échanges entre la ministre d'État, ministre de la fonction publique Anne-Désirée Ouloto et le directeur général des douanes. Fin de la mission en terre ivoirienne de l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, El Hadji Daouda Niang. Comme il est de coutume, le diplomate sénégalais est allé faire ses adieux ce mercredi au président Alassane Ouattara. Ce fut l'occasion pour les deux personnalités de revenir sur les perspectives de cette coopération bilatérale. Mahama Traoré. C'est en mars 2023 qu'El Hadji Daouda Niang a présenté ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur de la République du Sénégal en Côte d'Ivoire. Appelé à d'autres fonctions un an après, le diplomate sénégalais vient faire ses adieux au président Alassane Ouattara. La rencontre intervient seulement une semaine après la visite officielle du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye en Côte d'Ivoire, un événement qui n'a pas échappé aux échanges entre le chef de l'État et le diplomate sénégalais. L'axe Yamoussoukro-Dakar affiche un regain de dynamisme. Nous avons en effet beaucoup de sujets d'intérêt commun au plan économique, au plan de la sécurité. Et donc, il était important que le président Faye vienne ici parler à son frère, à son aîné, le président Ouattara, recueillir ses conseils et vraiment s'engager avec lui à continuer ce que ses devanciers ont commencé. Donc, ce matin, le président Ouattara a bien voulu me rappeler l'importance de ces points qu'il a abordés avec son homologue sénégalais. Et moi aussi, j'ai eu l'occasion de remercier Monsieur le Président de la République pour toutes les facilités mises à ma disposition pendant ma période d'ambassadeur du Sénégal ici. Et l'insigne honneur que j'ai eu il y a une semaine d'être élevé au rang de commandeur dans l'ordre national. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, dans différents domaines, sont des partenaires et ils servent en fait de locomotive pour le reste de la sous-région. Donc je pense qu'il est important que nous ayons cette convergence de vues qui permet d'avoir un socle à partir duquel la sous-région peut avancer sur des questions importantes de sécurité, de développement notamment. À fin 2023, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal étaient d'environ 248 milliards de francs CFA. Le Premier ministre est arrivé dans la capitale rwandaise Kigali cet après-midi. De mercredi, il va représenter le président Alassane Ouattara à Africa CEO Forum. Ce rendez-vous du secteur privé crée les opportunités d'investissement pour l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Robert Begré-Mambé a été reçu à son arrivée par le ministre rwandais de l'Agriculture et de l'Élevage, le docteur Ildefonse Moussafiru, avec lequel il a eu un bref entretien. Notons que le chef du gouvernement ivoirien est accompagné d'une forte délégation composée du président de l'Assemblée nationale, des ministres en charge du commerce et du développement. Il a participé demain à la cérémonie officielle d'ouverture à laquelle prendront part les patrons du secteur privé africain. Alors maintenant, à l'Assemblée nationale, le ministre des Eaux et Forêts obtient le quitus des députés pour lutter contre le commerce illégal de certaines espèces de la faune et de la flore. Laurent Tchagba était face aux députés réunis en commission. Le texte a été adopté à l'unanimité et on le voit dans ce reportage de Moussa Konati. Le projet de loi relatif au commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction vise à freiner la disparition de certaines espèces animales et végétales.
Le ministre des Eaux et Forêts explique l'intérêt de ce texte de loi aux députés membres de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement. La Côte d'Ivoire est déjà confrontée ces dernières années à la menace de disparition de certaines espèces comme le lion, l'éléphant, le chimpanzé, les tortues marines et certaines espèces végétales comme le bois de veine et l'acajou qui sont toutes protégées par la CITES. Dans cette situation, il est primordial et urgent de prendre des mesures administratives, techniques et coercitives efficaces pour lutter contre le commerce illégal des espèces sauvages à travers un cadre juridique et institutionnel clair. Le texte est adopté à l'unanimité par les députés présents. Il permettra à la Côte d'Ivoire d'être en conformité avec la Convention de Washington, un accord entre États signé en 1973 auquel le pays a adhéré depuis 1994. Il a pour objectif principal la protection des espèces menacées de disparition. Alors maintenant, Yamoussoukro au pouvoir dans l'autre chambre du Parlement. Le ministre des Finances et du Budget était au Sénat. Devant la Commission des Affaires financières, Adama Coulibaly a présenté le projet de loi sur la politique nationale d'endettement et la gestion de la dette publique. La Côte d'Ivoire veut se donner un dispositif juridique lui permettant de satisfaire ses besoins de financement et ses obligations de paiement à moindre coût. Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire, dans le cadre du financement des projets de développement, a recours à des fonds extérieurs mobilisés parfois sur des marchés. Un endettement qui profite bien au pays qui a une économie dynamique. Le pays qui ambitionne de poursuivre son développement à travers des financements conséquents de ces différents programmes veut se doter d'un dispositif juridique favorable aux affaires. C'est tout le sens de la présence du ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, au Sénat. Il soumet à la Commission des affaires économiques et financières le projet de loi portant politique nationale de l'endettement et de gestion de la dette publique. Il y a plusieurs arrêtés, plusieurs tests qui avaient été pris précédemment et donc il était important, compte tenu de l'évolution de ce qui se passe au niveau international en matière de mécanismes de financement, notamment les eurobonds et les opportunités qui existent en matière de financement climatique, et les financements avec label environnement, social et gouvernement, qu'il était important donc d'avoir un texte unique couvrant l'ensemble des aspects liés à la politique d'endettement. La Côte d'Ivoire a emprunté le chemin de la croissance avec une économie dynamique. Le pays est bien loin du cercle des petits pays très endettés, PPTE. Adama Coulibaly se veut clair. Il y a beaucoup d'opportunités de financement qui existent aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, développe beaucoup de chantiers dans le secteur minier, dans le secteur pétrolier. Les projets de partenariat public-privé sont nombreux. Donc nous avons adhéré à cette facilité pour deux raisons principales. La première, c'est de pouvoir participer aux instances de gouvernance du fonds, de cette facilité. Et deuxièmement, faire en sorte que nous puissions bénéficier plus facilement des services de cette facilité, les engagements que nous avons et les efforts que nous faisons pour développer de nouveaux secteurs. Le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique est passé à l'unanimité. Reste la plénière. Il reste aussi à suivre de près l'usage des faux diplômes par certains fonctionnaires au concours administratif de la douane. La ministre, l'État ministre de la fonction publique a reçu le directeur général des douanes. 87 cas ont été épinglés par l'administration douanière et doivent passer devant le conseil de discipline. Anne-Désirée Ouloto a félicité le général Dapierre et exhorté les candidats à la probité. Didier Nguessan. En 2022, 48 cas de fraude sur les diplômes ont été épinglés au concours de contrôleurs de douane et 11 cas chez les inspecteurs des douanes. L'année d'avant, 28 faux diplômés ont été démasqués par l'administration douanière, soit un total de 87 faux diplômes. L'affaire est devant le conseil de discipline des douanes. En attendant l'issue, la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto,
reçoit le directeur général des douanes, le général Dapier Alphonse. Lorsque des infractions comme celle-là, des fautes comme celle-là sont constatées, parce que c'est une faute du fonctionnaire, mais derrière, il y a une infraction. Nous devions, du haut de notre responsabilité, premièrement, de saisir le conseil de discipline, c'est ce que nous avons fait, et de tenir le procureur de la République informé, parce qu'il s'agit là de faux et usage de faux en écriture publique. Les contrevenants à la loi s'exposent à des sanctions administratives et pénales. La sanction disciplinaire peut aller jusqu'à la révocation du fonctionnaire. Ce qui concerne le volet pénal, l'affaire instruite peut exposer ces contrevenants ou les personnes s'étant adonnées à ces pratiques à des peines d'emprisonnement qui peuvent aller de 6 mois à 3 ans et des peines, des amendes qui vont de 50 000 à 500 000. Dès l'instant où cette admission, où ce droit a été acquis sur la base du faux, il ne peut en aucun cas être protégé à un moment donné. Dans la dynamique de l'assainissement des concours de la fonction publique, la ministre Anne-Désirée Oloto met un point d'honneur sur l'éthique et la probité, aussi bien des candidats que de l'administration publique. Je ne saurais accepter qu'un groupuscule vienne ternir l'image de notre administration après ce magnifique travail d'ensemble qui a été fait par l'ensemble des membres du gouvernement. Donc je voudrais féliciter M. le directeur général des douanes et lancer un appel à toutes les organisations de l'administration publique qui organisent des concours pour entrer à la fonction publique en demandant la vigilance, l'extrême vigilance. À tout moment, on peut faire des contrôles. Et les diplômes doivent désormais être systématiquement authentifiés. Et nous attendons beaucoup d'humilité de la part de ceux qui sont dans cette situation, afin de nous démontrer qu'ils sont capables de changement. Mais autrement, ils vont s'exposer aux peines les plus lourdes. La ministre de la fonction publique invite les usagers à dénoncer la fraude au numéro vert de la fonction publique 1364 et du Spacia 1345. Le gouvernement donne aussi les moyens aux PME de se développer. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra lance le programme de diversification, accélération industrielle, compétitivité et emploi. Il vient renforcer l'économie avec un accent sur la promotion de la transition verte. 116 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre. Fred Oulaï, Léon Brou. Environ 116 milliards de francs CFA pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. La BAD contribue pour 80 milliards et le reste, un financement de la Côte d'Ivoire et d'autres partenaires au développement pour la mise en œuvre du DEIS, le programme diversification, accélération industrielle, compétitivité et emploi. Un ensemble de réformes pour soutenir et booster le développement du secteur privé. Nous avons travaillé avec les équipes de la BAD qui ont accepté donc d'accompagner le ministère dans l'accélération donc de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire avec cet important programme. La mise en œuvre réussie de ce programme permettra de repositionner la Côte d'Ivoire parmi les pays les plus industrialisés sur le continent africain. Le DEIS aussi pour renforcer le dialogue public-privé. C'est une réponse au défi du financement des PME selon la BAD. Pour le représentant pays, il s'agit de doter la Côte d'Ivoire de nouvelles infrastructures industrielles. La BAD est un partenaire naturel de la Côte d'Ivoire et à ce titre, nous sommes là pour accompagner la politique du gouvernement telle qu'ancrée dans le plan national de développement qui met en œuvre et en exergue la vision du président de la Côte d'Ivoire. Notre rôle, on va mettre en place auprès des banques des lignes de garantie pour permettre le financement des PME qu'on aurait accompagnées en amont, vraiment les PME du secteur de l'industrie. En apportant le soutien du gouvernement au DEIS, le ministre du Commerce et de l'Industrie dit l'ambition de la Côte d'Ivoire. Faire de l'industrie le moteur de l'économie avec une contribution de 30% à moyen terme. Souleymane Diarra appelle donc à s'approprier ce programme au cœur du plan national de développement 2021-2025. Ce programme attend soutenir les réformes et les investissements dans les biens publics nécessaires pour développer le secteur privé. Et puis également dérisquer le financement des PME et des start-up innovantes et développer également de nouveaux secteurs, promouvoir la transition verte dans le secteur industriel. Je voudrais très sincèrement exprimer toute ma gratitude à la Banque africaine de développement pour son appui constant à notre pays et particulièrement pour le financement
de cet important programme à fort impact socio-économique. Au regard des avantages que notre pays pourra tirer de cet important programme. Le programme Diversification, Accélération industrielle, Compétitivité et Emploi intègre 2 projets. Le PARC-C, projet d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel, et le projet d'amélioration des services industriels de Côte d'Ivoire, en abrégé PASECI. L'amélioration des conditions de travail et de vie des agents de la police maritime au cœur des priorités du ministre des Transports en charge des affaires maritimes. Seredo a fait cette annonce lors d'une visite de travail à l'arrondissement de Bingerville. Bientôt de nouveaux bureaux pour cet arrondissement maritime. On en parle avec Dangui Dangui. Le ministre Seredo est sur le terrain dans le cadre d'une visite de travail dans l'arrondissement maritime de Bingerville. Entre autres objectifs du ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des affaires maritimes, prendre contact avec ces hommes pour mieux évaluer leurs préoccupations. Mes priorités, est-ce que les agents sont dans des dispositions qui puissent leur permettre de travailler comme il se doit? Ça, c'est l'aspect social. Maintenant, côté administration, est-ce que les locaux font vraiment honneur à notre corporation? Je voudrais parler des affaires maritimes. Et ensuite, nous leur avons déjà donné, comme cela s'est passé à San Pedro, un cahier des charges qui va servir désormais de boussole dans l'exercice de leurs fonctions. Le ministre Seredo a visité ce site de 4000 mètres carrés au bord de la lagune Ébrié à Bingerville, site sur lequel les locaux du nouveau bureau de l'arrondissement de Bingerville seront bâtis pour un coût total de 1,3 milliard de francs CFA. Au niveau du transport aérien, Air Côte d'Ivoire continue de voler plus haut dans le ciel. Un vol Côte d'Ivoire-Maroc. La compagnie a posé ses ailes à Casablanca, une ligne commerciale directe possible depuis le début de cette semaine. Audi d'emblée, Abdoulaziz pour le reportage. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il est 10h30 GMT quand le vol HF 790 de Air Côte d'Ivoire entame sa phase de décollage. À bord de ce vol inaugural Abidjan-Casablanca, 98 passagers dont le ministre ivoirien du Transport, l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, le président du conseil d'administration de la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire. Cette ouverture des lignes fait partie de la progression du point de vue commercial de la compagnie. Nous avons commencé d'abord par le régional. Maintenant, il est question pour nous d'aller un peu plus loin. Pour cette première, la compagnie a sorti le grand jeu, permettant aux passagers de se connecter à Internet pendant le vol. Air Côte d'Ivoire, ils ont fait fort. C'est-à-dire ils veulent que je sois joignable même en l'air. Ils veulent même pas que je me repose une minute. À 15h10 GMT, l'Airbus A320 venu d'Abidjan se pose sur le tarmac de l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Les sapeurs-pompiers marocains réservent à l'avion le traditionnel Waras Selot, un salut arrosé pour marquer le lancement d'une nouvelle ligne. La délégation ivoirienne est accueillie par Riyad Mezour, ministre de l'Industrie et du Commerce du Royaume du Maroc. Le lendemain, c'est l'ouverture officielle de l'agence Air Côte d'Ivoire de Casablanca, située sur le boulevard Hassan Seguir. Le choix de Casablanca n'est pas fortuit. La seule chose qui guide dans tout business, ce sont les chiffres. Ici, c'est le hub de la compagnie sœur. Nous avons choisi Casa sur la base du poids du trafic que représente Casa, qui est de 140 000 passagers par an. Cette nouvelle ligne témoigne de l'engagement des autorités ivoiriennes et marocaines à consolider les liens de coopération existants entre les deux pays, illustrant aussi la vitalité des rapports entre le président Alassane Ouattara et le roi Mohamed VI. L'excellence et la qualité des relations ivoiro-marocaines pourraient être illustrées par l'existence de plus de 140 accords de coopération économique dans les secteurs de la finance, des transports, de la logistique et des TIC. La nouvelle route que nous inaugurons pour Air Côte d'Ivoire contribuera aux côtés de Royal Air Maroc à rapprocher nos deux peuples et à améliorer leur confort de vie en leur offrant, par le jeu de la saine concurrence établie par la déclaration de Yamoussoukro, la possibilité d'accéder à une offre variée. Air Côte d'Ivoire a de grandes ambitions et veut se positionner comme la porte d'entrée de l'Afrique vers l'extérieur. Depuis sa création en 2012, la compagnie détenue à 58% par l'État de Côte d'Ivoire a généré près de 2000 milliards de chiffres d'affaires.
La restructuration des quartiers précaires d'Abidjan va entrer dans sa phase active. Avec le démarrage du processus de profilage de ces quartiers spontanés, les acteurs se sont réunis à Abidjan afin de s'accorder sur les actions à mener, notamment la cartographie, l'inventaire, les catégories ou encore le profil socio-économique de ces ménages. L'enseignant Bakayoko. Autour de la table, l'administration centrale, les mairies, les agences d'exécution et les experts, tous concernés par la problématique de la restructuration des quartiers précaires d'Abidjan. Il s'agit d'affiner le profilage de ces quartiers informels en vue d'une meilleure prise en charge des populations. Le nombre, la catégorie et le profil socio-économique des ménages sont les éléments clés de l'inventaire. Depuis 2010, il y a eu énormément d'investissements qui ont été réalisés par l'État de Côte d'Ivoire sur le territoire d'Abidjan. Et la plupart de ces quartiers, un bon nombre de ces quartiers sont situés dans les emprises de toutes ces infrastructures qui ont été réalisées. Ces infrastructures sont là, les quartiers ont disparu, mais les populations, certainement, sont quelque part. Il s'agit de prendre des mesures d'accompagnement durables, de ne pas faire comme par le passé, parce que par le passé, il y a eu de telles initiatives où des populations ont reçu des indemnisations, mais par déficit d'accompagnement, ces populations sont revenues coloniser ces espaces. La problématique de la restructuration des quartiers précaires intéresse au plus haut point les collectivités locales, en premier lieu les mairies. La rénovation de ces quartiers spontanés devrait en effet donner un meilleur visage aux communes d'Abidjan. Nous saluons à juste titre cette étude qui certainement va nous permettre de voir en profondeur quelles solutions apporter, des solutions durables pour que nos populations puissent vivre dans des conditions minimales de sécurité sanitaire et sociale. Selon une étude réalisée en 2014 par le Programme des Nations Unies pour le développement, la seule ville d'Abidjan, 6 millions d'habitants aujourd'hui, renferme 135 quartiers précaires avec plus d'1 million d'habitants, établis sur une superficie cumulée de 5000 hectares. Les observateurs des médias ont tenu une cérémonie de reconnaissance et d'hommage au chef de l'État. Une conférence et des témoignages ont marqué cette activité. La rencontre a également été l'occasion de saluer les efforts du président de la République en faveur du bien-être des populations. Souleymane Donissongou. Les observateurs des médias, associations regroupant l'ensemble des acteurs et professionnels des médias, ont voulu relever les actes forts des développements et les actions sociales posées par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous, observateurs des médias, exprimons notre soutien indéfectible aux initiatives humanitaires et de solidarité entreprises par son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en faveur des populations ivoiriennes. Résolus pour la bonne marche de l'État, les observateurs des médias se veulent reconnaissants. Nous avons pendant 3 ans célébré des citoyens ivoiriens dans tous les domaines d'activité qui se sont distingués par leurs actions. Aujourd'hui, nous nous arrêtons pour célébrer le chef de l'État et c'est normal, ça fait partie de nos cahiers de charges. Les observateurs, de par leur rôle d'observation, se posent désormais comme des partenaires crédibles dans l'observation des idées des hommes, de leur action. Marquant leur intérêt pour la présente activité, quelques autorités politiques et administratives encouragent l'initiative. Il était nécessaire que je m'associe pour effectivement lui rendre un vibrant hommage pour toutes ces actions sociales qu'il entreprend pour les jeunes, pour les vieux, pour les femmes, pour les hommes de la Côte d'Ivoire. La presse, vous savez, la presse est par principe critique. Et quand celui qui te critique choisit de t'applaudir sans que la personne soit forcément un homme politique, je pense que ça mérite qu'on s'y associe. C'est dire à quelle dimension le président a convaincu les Ivoiriens. Et donc j'ai été très heureux d'avoir été appelé à participer à cette cérémonie pour moi aussi apporter ma petite contribution à l'hommage qu'il a rendu au président. Notons que cette cérémonie était placée sous le haut patronage de la présidente du Sénat, Kandia Camara, et placée sous le parrainage de Enza Camara, consul de la Côte d'Ivoire à New York.
L'association Plantes d'Afrique a procédé au lancement de la première édition du Salon des arbres nourriciers d'Afrique. C'était au Musée des civilisations au Plateau. Au cours de cette journée, ils ont donné la feuille de route de cette initiative qui vise à faire la promotion des plantes africaines. Myriam Sangari. Le lien entre l'homme et la nature, l'importance des arbres nourriciers et surtout les risques liés à leur disparition au cœur des échanges entre ces spécialistes. Nous sommes au lancement du Salon des arbres nourriciers d'Afrique. Les intervenants en expliquent l'intérêt. L'Afrique est riche de son patrimoine naturel et culturel. Au niveau donc du patrimoine naturel, les arbres et les plantes de façon générale occupent une place vraiment importante. Et donc ces plantes-là, ces arbres-là, on les utilise à des fins alimentaires, à des fins de nutrition, à des fins économiques aussi. Des expositions de plantes également au programme de cette cérémonie de lancement. Objectif, montrer l'importance de la valorisation des plantes africaines. Ces ressources naturelles importantes-là sont souvent menacées de raréfaction, voire de disparition. Si on les perd, on perd les bienfaits que ces ressources nous apportent et cela a des conséquences. Or, si on les préserve, qu'on les valorise, on peut déjà en profiter, améliorer le profit, en tirer davantage de profit, de bienfaits. Et par ailleurs, ça intervient par rapport à l'environnement et ça nous évite des risques environnementaux, des catastrophes qui ne peuvent que nous nuire. Le Salon des arbres nourriciers d'Afrique est une biennale dont la première édition se tiendra du 31 juillet au 3 août 2024. Dans l'actualité politique, depuis 2021, l'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly forme des jeunes. Chaque année, près de 60 auditeurs sont formés. Les bénéficiaires sont des jeunes de tous bords politiques, dont l'âge varie entre 18 et 35 ans. L'Institut veut préparer ces jeunes leaders par une formation de qualité, une conférence de presse organisée pour donner les grandes orientations de la 4e promotion. Les inscriptions ont d'ailleurs démarré aujourd'hui. C'est ce que nous apprend Sidonie Davila. Bintou Diarra fait partie de la 3e promotion de la formation Amadou Gon Coulibaly, où elle occupe également le poste de déléguée. Elle et ses camarades sont pleinement satisfaits de l'expérience à l'Institut. La formation m'a apporté une plus-value dans la mesure où je souhaite vivement m'intéresser à la politique. Parce que nous avons pu comprendre ce que c'est que la politique, comment nous pouvons vraiment faire porter notre voix, sans passer par la violence, bien sûr, parce qu'ici, on nous forme pour que nous puissions défendre nos convictions réellement. Cette formation-là, vraiment, elle a été enrichissante, dans la mesure où c'est des formateurs de qualité que nous avons vus ici. Ça aura forcément un impact positif parce qu'aujourd'hui, pour mieux servir ses convictions, il faut se former. Et aujourd'hui, avec l'Institut, je pense qu'une licorne est toute trouvée pour arriver à nos fins. L'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly vient de clore la formation de sa 3e promotion et entame dès ce 15 mai le recrutement pour la 4e promotion. 18-35 ans, avoir un niveau minimum Bac plus 2 et nous souhaitons avoir des jeunes qui sont soit engagés dans des groupements ou partis politiques ou dans des mouvements de la société civile, ceux qui ont un projet dans ce sens. Depuis sa création, l'Institut a formé plus de 200 jeunes issus de différentes sensibilités politiques. L'Union de la jeunesse du RHDP est sur le terrain. Première étape à l'intérieur du pays Touba. Des jeunes du Bafing ont communié avec Kondé Mamadou. Un moment de remobilisation des jeunes du parti. Le président de l'Union de la jeunesse avait à ses côtés le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et les entreprises publiques. Léon Brou. Pour une prise de contact, la première avec la jeunesse de l'intérieur du pays, le Bureau national de l'Union des jeunes du RHDP peut se targuer d'avoir relevé le défi de la mobilisation à Touba. Ils sont venus en effet de toute la région, ces militants et sympathisants du parti, pour la plupart des jeunes du Bafing. Nous sommes satisfaits de la grande mobilisation de tous les jeunes du RHDP de la région du Bafing, parce que lorsque nous étions à Yopougon, nous avons compté plus de 10 000 jeunes
Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 000 jeunes. À ces 12 000 militants et sympathisants du RHDP, une seule consigne, battre le record des inscriptions sur la liste électorale. Chacun est exhorté à se tenir prêt pour la prochaine opération de révision de la liste électorale en établissant ses pièces administratives et en sensibilisant sur le bilan inattaquable du président Alassane Ouattara, toujours selon ses cadres du RHDP. Le 26 octobre 2024, et nous serons à un an exactement des élections présidentielles de 2025. Et nous avons le devoir de faire enrôler plus d'1 million de jeunes sur la liste électorale. Que notre grande famille politique sache se rassembler à l'approche des grandes échéances de l'année 2025, en particulier la problématique de l'inscription sur les listes électorales, que les populations commencent donc déjà à se mobiliser afin que nous soyons prêts pour les échéances à venir. Octobre 2024, fin de la tournée de remobilisation de l'Union des jeunes du RHDP sur le territoire national, une tournée en prélude aux prochaines échéances électorales que la coordination régionale du Bafing entend préparer dans les locaux du parti à Touba, ici visité par le ministre Moussa Sanogo. Direction maintenant la Turquie où une centaine de fidèles chrétiens entament depuis ce mardi le pèlerinage annuel à près de 400 km d'Istanbul. Occasion pour ces croyants de visiter le premier pays en dehors d'Israël où le christianisme a fait ses premiers pas. Ils étaient sur les traces des apôtres Paul, Jean ou Philippe, nos envoyés spéciaux Jean-Jacques Kwame et Sam Conan. Pour ces 2 premiers jours de pèlerinage, les fidèles chrétiens ivoiriens ont visité le site de l'ancienne église Sainte-Sophie située à Iznik. Ici a eu lieu dans cette cité fondée vers 300 ans après Jésus-Christ le premier concile œcuménique qui décida du fonctionnement actuel de la liturgie. À l'étape de Pergama, autrefois appelée Pergame, localité antique, les pèlerins se sont rendus sur les vestiges de la Cour Rouge, une église de Saint-Jean bâtie en 382 après Jésus-Christ. À travers cet édifice, l'apôtre Jean transmet un message du Seigneur pour Pergame, qui est situé dans une zone spirituellement difficile. Pour la première fois, les fidèles chrétiens ont pu prier sur le site. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront rien contre l'église. Et moi, je sais que l'église du Seigneur existe. C'est les temples que les hommes ont fait là qui ont disparu. Ici, nous sommes sur une ancienne église qui est devenue une mosquée. Donc, c'est magnifique. On se rend compte que Dieu, il est unique et il est partout, le même. La Turquie est vraiment le début, le commencement de la foi chrétienne. Je crois que je repartirai d'ici converti, transformé. Quand on parle de Paul, quand on parle de Jean, nous passons là où ils sont passés. Nous suivons le trace. Et ce sont des moments qu'ils ont vécus qu'on nous explique. Le sanctuaire de l'Asclépios, pionnier des hôpitaux psychiatriques du monde, et le village antique d'Éphèse, une cité grecque considérée comme une ville clé dans l'expansion du christianisme, ont constitué les dernières curiosités des fidèles chrétiens ivoiriens lors de ces 2 premiers jours de pèlerinage en Turquie. Les élèves des écoles confessionnelles islamiques ont débuté ce mercredi les examens de fin d'année des classes de CM2, 3e et terminale. Les responsables de la plateforme des structures islamiques d'éducation et les représentants de la DECO ont visité les différents centres de composition. Ils ont apporté leur soutien aux élèves. Assistant Diarra, Konepa Gassoro, Demadongui. Commune d'Abobo, quartier Bessi. Les élèves des classes d'examen des écoles confessionnelles islamiques de cet établissement se pressent pour rejoindre les salles de classe. Pour ce premier jour de leurs examens de fin d'année, certains élèves un peu stressés attendent impatiemment les sujets. Je suis stressée parce que je n'ai pas bien bossé, mais je pense que je vais pouvoir bien me débrouiller. À 8h, les responsables de la plateforme des structures islamiques d'éducation et la représentante de la directrice de la DECO décèlent les sujets. Ils sont ensuite distribués aux candidats. En plus de cet établissement confessionnel islamique, la délégation s'est aussi rendue dans d'autres écoles de la commune. Elle n'a pas manqué de prodiguer des sages conseils aux élèves qui ont rassuré la délégation de composer sans tricher. Les dispositions sont prises pour que les candidats soient à l'aise. La plupart des candidats que j'ai vus sont sereins, ils sont venus à l'heure et les épreuves dans les différents centres ont commencé effectivement au moment déterminé par le calendrier. Vraiment, j'ai bossé quoi.
Voilà, avec ça aussi, et puis la garde de Dieu, ça va aller, Inch'Allah. Après la visite de ces écoles, cap a été mis sur le siège de la plateforme des structures islamiques d'éducation située au quartier PK18 pour le bilan de l'année scolaire 2023-2024. Le nombre total général des candidats est à 17 749 candidats. S'agissant des niveaux bac islamique, 773 candidats. BEPC islamique, 3468 candidats. CEP islamique, 12 988 candidats. Ces candidats composeront, chers frères et sœurs, dans 229 centres d'examen. Présent à cette rencontre, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM, a félicité le gouvernement ivoirien pour sa contribution et son implication sans faille pour la promotion et l'épanouissement des acteurs de ce système éducatif. Nous avons exprimé notre satisfaction aux responsables des fêtières. Nous les avons encouragés à aller de l'avant parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Nous sommes en train de travailler aussi à élaborer une vision globale de l'éducation islamique en Côte d'Ivoire. Une visite clôturée par des prières et des bénédictions faites par le président du CODIS pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, gage de tout développement. Dans le reste de l'actualité, au moins 24 fidèles, dont 4 enfants, ont été blessés dans l'état de Kano, c'est dans le nord du Nigeria. Selon la police, un homme a attaqué la mosquée où les fidèles priaient tôt ce mercredi matin, provoquant une explosion. Le suspect, un habitant de la région âgé de 38 ans, a avoué avoir attaqué la mosquée par une pure hostilité à la suite d'un désaccord familial sur héritage. La police a également bouclé la scène tandis que les blessés ont été transportés d'urgence dans un hôpital de la capitale de l'État. Et on termine avec le Premier ministre slovaque Roberto Fico qui a été blessé par balle ce mercredi à la sortie d'une réunion gouvernementale. D'après les médias locaux, il a été hospitalisé. La personne qui a tiré a été arrêtée par la police, a déclaré la présidente de la Slovaquie. La télévision nationale a diffusé les images d'un homme en jean menotté au sol. Selon la chaîne d'information slovaque TA3, l'assaillant a tiré à 4 reprises sur le dirigeant pro-russe et l'a atteint une fois à l'abdomen. Le mobile de l'agression n'est pas encore connu. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'il ne faut pas troubler l'eau qui a servi à étancher la soif. Dieu le voulant, on se retrouve demain.